Salut à tous, c'est Bismart. Alors, au programme, tiens, on va démarrer avec l'énergie. Je vais démarrer tout de suite avec Sébastien Clerc. Je ne vais pas vous faire l'article parce qu'après, on fait trop long et on n'a plus le temps de se parler. On va démarrer avec l'énergie. Vous allez voir, j'ai quand même été assez sidéré, moi, que la semaine dernière, alors qu'on n'est pas encore dans les grands froids, on n'est pas encore au mois de février, déjà, RTE doivent lancer une alerte parce qu'on risque le blackout. Bon, quand même, il se passe quelque chose sur l'énergie, donc voilà. On va parler de tout ça. Sinon, alors, l'économiste Emmanuel Combe, spécialiste du transport aérien, le low cost va sortir comme grand gagnant de la période Covid. Ensuite, on ira sur l'innovation, la lutte contre le cancer avec Nanobiotics et avec, pour le coup, un entrepreneur incroyable qui s'appelle Laurent Lévy. Vous allez découvrir ça. C'était juste à la fin de l'année où il s'est introduit avec succès d'ailleurs au Nasdaq. Et puis, on terminera avec des réflexions sur notre contrat social. C'est parti, c'est Bismart. Et donc on démarre avec l'énergie et Sébastien Clerc. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le patron de Voltalia, donc j'appelle voilà, le titre là, vous le voyez sur l'écran, croissance de l'énergie verte. C'est l'énergie. Alors je vais poser ma question telle que je la sens. Voilà. Est-ce que cette transition énergétique à marche forcée ne met pas en danger notre sécurité énergétique, notre approvisionnement en électricité? Alors en Europe, sûrement pas. Dans les pays émergents où la consommation d'électricité augmente, c'est un sujet. Mais en Europe, quand on fait une nouvelle centrale éolienne ou solaire, le reste du temps, nos centrales existent toujours. Donc aujourd'hui, on décide de fermer du nucléaire. Alors, quand on décide de fermer pour mettre à la place des énergies dites non pilotables, c'est ça la grande clé, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en danger? Alors, ce serait le cas si on les fermait avant qu'on ait mis en œuvre les solutions pour y faire face. Mais vu le temps que ça prend pour reconstruire la totalité de notre système électrique, ce moment-là est éloigné en Europe. Il est beaucoup plus proche dans les endroits du monde où la consommation d'électricité augmente. Les pays émergents, la Chine, peut-être même des pays riches où la croissance économique est plus forte qu'en Europe. Aux États-Unis, enfin, je ne fais pas de prévision, mais en tout cas, historiquement, la croissance démographique et donc économique était plus forte. Et ils ont un sujet en Californie, c'est très clair. Voilà. Et donc, pour nous, Européens, on verra ce problème arriver sans doute 10 à 20 ans après que les autres l'aient résolu. On a encore du temps. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une conséquence, par exemple, de cette transition à marche forcée, notamment en Allemagne, parce que le réseau européen, il est interdépendant, surtout le réseau au centre-nord de l'Europe, là où on est. La fermeture d'une centrale nucléaire, Fessenheim en l'occurrence, Fessenheim, représente une fraction des fermetures temporaires, mais beaucoup plus nombreuses, des centrales qui sont actuellement en cours de maintenance. Maintenance retardée par le coronavirus, et aussi c'est un véritable défi de faire Donc il ne faut pas mélanger les problèmes. Et si notre portefeuille de centrales européens, nucléaire, gaz, charbon, il y en a de moins en moins, mais enfin, lui, c'est le premier qui va se réduire. Eh bien, si ce portefeuille de centrales continue d'être maintenu normalement, on ne fait qu'ajouter des capacités supplémentaires. Donc le problème se posera. C'est un des principaux challenges auxquels auront à faire face nous-mêmes ou nos successeurs, parce qu'encore une fois, il y a un certain temps. Mais le laboratoire, aujourd'hui, il existe. Il est au Brésil, en Afrique. En Afrique, quand vous rajoutez la croissance de consommation est très forte en Afrique. Absolument. Et donc là, ils sont en train de faire face à ces problèmes aujourd'hui. Plus ou moins bien d'ailleurs, c'est pas facile, mais nous, on aura le bénéfice de cette expérience. Alors, chiffre que j'ai lu ce week-end, donc je savais que vous veniez, c'est absolument parfait. RTE et Enedis, donc les gestionnaires du réseau, constructeurs et gestionnaires du réseau, nous disent que sur 15 ans, il va falloir 102 milliards d'euros, 102 milliards, pour adapter en fait notre réseau à ces énergies nouvelles. Parce qu'elles sont non pilotables, parce qu'on a du mal à en prévoir la puissance. Attention, 102 millions
102 milliards. Sur 15 pour ans. l'adapter et pour faire la maintenance du réseau, toutes choses égales par ailleurs. C'est le chiffre total que vous avez là. Et on n'a pas eu la distinction entre les deux. Hein. Attention, parce qu'évidemment que sur 15 ans, maintenir un réseau électrique coûte de l'argent. Et la distinction entre les deux n'a pas été donnée. Néanmoins, mais vous avez aussi raison de dire qu'il y a une adaptation hein, et qu'elle va coûter de l'argent. Mais cette adaptation reste, à mon sens, d'abord modérée, puisque le gros avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont scalable, et donc vous pouvez aller mettre une petite centrale solaire là où il y a de la capacité réseau, et plutôt que de faire venir un câble électrique... Faut-il qu'il y ait du soleil, quoi. Mais ça, là, on se parlait du réseau. Oui, mais vous dites, on peut aller mettre la centrale là où... Je comprends bien, ce serait très pratique. Mais encore faut-il que... Mais vous avez raison, mais vous revenez au premier sujet. Sur celui du réseau, mais on peut y revenir aussi. Mais sur la question du réseau lui-même, hein, du transport, du réseau de transport, lui, là, c'est plus une question de capacité de produire de l'électricité de la nuit quand on a des panneaux solaires, c'est une capacité d'avoir des fils électriques. Et ces fils électriques supplémentaires qu'il faut avoir pour aller là où il y a une centrale solaire ou là où il y a une centrale éolienne représentent un coût, mais ce surcoût est très inférieur à l'économie que représente la production d'énergie renouvelable, qui arrive maintenant à être incroyable, plusieurs fois moins cher hein, que les sources d'électricité classiques. On ne s'en rend pas compte en Europe, parce qu'en Europe, le marché de gros de l'électricité, qu'on voit sur notre écran dans vos... Tout à fait. Reflète le prix nécessaire pour rentabiliser les centrales qui sont déjà amorties. C'est vrai. Aucune centrale gaz ou nucléaire peut se rentabiliser au prix de gros sur nos écrans que l'on voit. Aucune. Et donc, quand on dit qu'il faut aider le secteur renouvelable dans des pays européens, ça veut dire qu'il faut combler le gap entre... Sébastien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est évidemment la question qui allait suivre, ensuite on parlera de Voltalia, hein, je vous rassure, mais ça m'intéresse énormément. Si je vous avais dit on prend ces 100 milliards et on se construit une dizaine de réacteurs nucléaires, est-ce que c'est pas mieux et pour l'approvisionnement énergétique de la France et pour décarboner la planète? Vous me dites non, on n'en a pas les moyens, en fait ce serait hors de prix. Ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher. Et ce n'est pas à dire d'experts que je dis ça. Il y a des appels d'offres lancés par des États dans le monde entier. Il y a de la concurrence de tout le secteur privé. Et on regarde les différences. Alors en France, on se parle de nucléaire. Allons-y. Le dernier appel d'offres de ce type, c'est celui de la centrale fameuse de Hinkley Point au Royaume-Uni, dans lequel la concurrence a été mondiale. Les Asiatiques, les Américains. À la fin, c'est les Français qui ont gagné. Oui, tout à fait. Le prix de l'électricité représente à peu près 107 € du mégawattheure sur un contrat de 35 ans. 107 ? Plus l'inflation. C'est ça le résultat. Aujourd'hui, vous faites... Le moyen, il est à combien, là 20-25 € le mégawattheure Non, plutôt 40. Plutôt 40. Voilà. Ah, il est remonté à 40 Oui. Même là, ces derniers jours... Oui, il est monté à 1000. Mais si on regarde le forward dans ces eaux-là... Plutôt à 40 € le mégawattheure. C'est ça, même un peu au-delà. Et quand vous regardez les derniers appels d'offres pour de l'électricité renouvelable, que vous pouvez voir en France, mais aussi dans d'autres pays, on voit des prix qui sont entre... les plus hauts sont aux environs, c'est ça, de 50 € du mégawattheure, et les plus bas sont à moins de 20 € du mégawattheure. Oui, mais sans le stockage. Certes. Mais sans le système. C'est la fameuse phrase, il faut que le train de 8 heures parte à 8 heures. Il ne faut pas qu'il parte à 8 heures s'il y a du vent ou s'il y a du soleil. Alors vous avez raison. Et pour autant, pendant qu'il y a du vent et du soleil, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette économie quand même d'un facteur 2, 4 dans certains pays, 8 profitons de cette différence. Pendant qu'il y a du vent et du soleil. C'est comme les gens qui profitons de cette différence pour faire quoi ? Tout à l'heure, vous allez voir des gens qui vous parlent d'aviation. C'est comme si on disait, les low cost, c'est bas, mais seulement à certaines heures de la semaine. Donc, interdisons les low cost. Ben non, profitons-en. Alors, profitons-en pourquoi ? Parce que pendant les heures où il y a du vent et du soleil, l'électricité est moins chère. Le reste du temps, elle est comme d'habitude. Ah, pour baisser les prix alors ? Oui. Si le renouvelable coûte moins cher... Le système est déjà assez compliqué comme ça, vous allez le rendre encore plus compliqué alors. Non, mais c'est en tout cas, pour pousser à la consommation... Non, pas pour... Tout simplement, une centrale renouvelable fait de l'électricité moins chère qu'une centrale classique. À certaines heures de l'année. Voilà. Pendant ces heures-là, profitons de la baisse du coût. Oui.
Il y a pas, on Oui, serait c'est ça. masochiste de ne pas Oui, le c'est faire. ça, je comprends. On cherche toujours à opposer les unes et les autres. Vous ne les opposez pas. Mettons-les ensemble et profitons de ce que nous apporte chacune de ces énergies. Et cela va être relativement facile tant que nos centrales historiques, classiques, seront toujours en fonctionnement. Et le jour où elles seront en fin de vie technique, on aura le problème qui se pose d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents, où on dit, dans ces pays émergents, on dit notre consommation d'électricité augmente. Il faut faire une nouvelle centrale. Qu'est-ce qui est le moins cher ? Le renouvelable. Donc on fait du renouvelable. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Ce problème-là, eux l'ont déjà. Nous, ça mettra 10 à 20 ans avant qu'il ne se pose. Sébastien, c'est mon autre question. Voltalia, donc puissance en exploitation et en construction, 1,3 gigawatts, c'est ça C'est ça. Donc ça, c'est une tranche EPR. Une belle tranche. Nucléaire, voilà. C'est 900 mégawatts Fessenheim, justement, quand on en parlait. Et donc c'est une belle tranche nucléaire. Comment est-ce qu'on peut être une ETI ? Dieu sait qu'on les vénère sur Bismart, dans ce secteur ultra-capitalistique. Est-ce qu'il y a de la place pour des ETI ? Il n'y a que ça. Il y a principalement ça, je dirais. Le renouvelable, c'est un secteur bien plus entrepreneurial que Total, celui des utilities. Engie débarquent en fait sur votre terrain. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais les majors sont en train de débarquer sur votre terrain. Alors, vous avez quelques pétroliers, vous avez des utilities, et puis vous avez beaucoup de fonds d'infrastructure qui aujourd'hui dominent de la tête et les épaules les utilities en termes de capacité installée mondiale. Mais tous ces acteurs ont besoin d'ETI pour rendre possible ces centrales. Quand vous arrivez d'un monopole public, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, et que vous arrivez auprès d'un village avec 37 agriculteurs dont vous avez besoin de négocier le terrain, Je comprends. pas facile. Et donc, etc. Les gars de Total qui avaient l'habitude de travailler avec le roi d'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça doit leur faire bizarre. Oui, et puis même vous dites, je suis de chez, si c'est pas Total Non, ou mais un je autre, comprends c'est parfaitement. très difficile à Ouais, faire. absolument. Et donc, la grande majorité des capacités installées mondiales sont détenues par des gens qui ne les ont pas développées eux-mêmes et qui les ont rachetées à des entreprises plus entrepreneuriales comme Voltalia, qui en conservent une partie. On conserve ces 1,3 gigawatts, dont 1 gigawatt qui tourne et 300 mégawatts qui sont en construction. Et vous en avez 8,5 en projet, c'est ça ? 8,5 en projet. Et vous voyez, là, en peu de temps, finalement, si on compare par rapport à Flamanville, on aura fait plus d'augmentation de capacité qu'EDF en France, puisque ça aura pris 15 ans. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des nouvelles centrales qui se raccordent à un réseau dans le monde, c'est du renouvelable, parce que c'est moins cher, et aussi parce que les gouvernements poussent pour. Ouais. Mais dans beaucoup de pays qui ont moins de moyens financiers que les Européens, c'est juste parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et pour arriver à rendre ces centrales possibles, vous avez des entreprises plutôt de taille moyenne. Et parmi ces entreprises, il y en a qui n'ont pas d'accès aux fonds propres et qui se contentent de développer et de revendre au bout de quelques années de développement, une fois sur plan, à des fonds, des utilities ou autres. Et puis, vous avez certaines entreprises qui, comme Voltalia, ont un accès aux capitaux propres et à la dette d'excellente qualité et qui conservent ces centrales sur leur bilan. Et donc, sur ces 8,5 gigawatts, quand on dit portefeuille de projet, c'est à quelle échéance ? Les 8,5, un projet, ça prend 4 à 8 ans à développer avant la pose de la première pierre. Et donc, ça fait 15 ans qu'on les développe, donc on arrive à un rythme de matérialisation assez élevé. Et sur 2020, c'est peut-être dans les chiffres que vous avez là, en 2020, on a remporté pour un peu plus de 1 gigawatt de nouveaux contrats de vente d'électricité pour alimenter la croissance future. En un an, on a obtenu plus de contrats que ce qu'on a mis 15 ans à assembler pour notre propre portefeuille que l'on détient. Donc ça veut dire qu'on est sur une accélération. Mais extraordinaire. Extraordinaire. Et qui va durer des décennies. C'est comme les chemins de fer au 19e siècle. Ça prend longtemps de refaire tout un système électrique. Et on n'est qu'au début de ce phénomène. Mais vous ne croyez pas qu'à un moment quand même, oui, mais comme vous le dites, c'est comme les chemins de fer, donc peut-être dans 10 ans, parce qu'à la fin, les chemins de fer, ça a commencé avec des aventuriers, et puis à la fin, c'est quand même le gros capital qui... On verra. On verra parce que vous avez raison sur les chemins de fer, mais par contre, dans l'immobilier, le numéro 1 mondial de l'immobilier, il a 0, quelque chose % du marché mondial. Vous avez raison. Dans le monde des utilities, la première utility mondiale, elle a combien de parts de marché mondial ? C'est rien. 1%. Ouais. Même pas. On le voit là avec la fusion Suez-Veolia, où on se retrouve même eux fusionnés avec des parts de marché mondial en fait qui sont très très réduites. Mais ça veut dire que sur ces 8,5 gigawatts, il y en a une partie qui a vocation à être cédée à un gros acteur à un moment justement pour
refaire la trésorerie et le circuit de capital de Voltalia? Il y a un mouvement de consolidation qui existe, mais comme on est dans un secteur jeune, au fur et à mesure qu'il y en a qui se font racheter, ils se recréent. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qui, après s'être fait racheter, recréent quelque chose quelques années plus tard. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Et la bourse comprend la machine, là, maintenant, c'est ça, hein, parce que ça a été une histoire très compliquée. Ah, mais quel plaisir qu'elle le comprenne. Chez Voltalia, on a fait notre IPO en 2014, à une époque où il n'y avait pas d'acteurs, aucun. Et j'ai choisi, malgré tout, ce côté à Paris, parce que je pense qu'on a une culture d'infrastructure fantastique sur le marché de Paris. Alors, infrastructure, ça peut aussi être les autoroutes de Vinci ou ADP ou que sais-je. Et puis, il manquait le volet renouvelable, alors qu'il se développait dans d'autres pays. Et après quelques années, maintenant, il y a une vraie compréhension, enfin, le cours de bourse le reflète, une vraie compréhension. Et je pense que les investisseurs comprennent cet enjeu qui a maintenant cet enjeu économique majeur qui vient d'un enjeu sociétal, environnemental majeur. Mais en tout cas, maintenant, on comprend que c'est un enjeu économique majeur. Je voulais finir là-dessus, c'est le symbole de tous les symboles. Si j'ai bien compris, vous allez approvisionner en énergie une partie de la City, c'est ça, de la City de Londres. Bon, voilà. Parce que allez à Jacta Est, Itemissa Est plutôt. Voilà. La messe est dite quand même sur un coup pareil. C'est ça. Parce qu'eux, ils ont besoin de faire baisser leur bilan carbone, j'imagine. Et que ça leur coûtera moins cher du kilowattheure. Donc ils ne vont pas s'en priver. C'est à la fois c'est une réalité sur laquelle ils vont pouvoir communiquer sur leur bilan carbone, mais c'est une réalité. La City de Londres, en signant ce contrat avec Voltalia, va rendre possible la construction d'une nouvelle centrale solaire de 50 MW que l'on va bientôt construire. Et c'est gagnant-gagnant. Merci Sébastien. Sébastien Clerc, donc le patron de Voltalia, était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart donc avec Emmanuel Combe, professeur d'économie. Bonjour Emmanuel, en l'occurrence là c'est le professeur d'économie qui va nous intéresser et pas celui qui travaille au Conseil de la concurrence. Professeur d'économie et spécialiste depuis de longues années Emmanuel. 13 ans, 14 ans, depuis un rapport écrit avec Charles Becbédé, tiens-toi bien, en 2007, donc depuis 13 ans. Ça alors, Charles Becbédé mais entrepreneur. Bien sûr, d'ailleurs dans l'aérien, je crois qu'il est actionnaire de la compagnie, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait. Et en 2007, dans ce... Ouais, mais en 2007, il n'est pas du tout... Non, pas en 2007. Mais depuis, il l'est devenu. Et en 2007, on écrivait dans ce rapport, tenez-vous bien, que le low-cost, 1, triompherait, et 2, on invitait Air France à prendre le virage du low-cost en rachetant EasyJet. C'était en 2007. Alors et on nous avait dit à l'époque qu'on était de doux rêveurs et qu'on ne regardait pas la réalité en face. C'est que le low-cost était simplement un feu de paille. On va voir que malheureusement, ou heureusement, peu importe d'ailleurs, moi je ne juge pas. J'ai pas les valos en tête. EasyJet, c'est combien? 10 Air France aujourd'hui? Alors Ryanair aujourd'hui, prenons plutôt Ryanair qui est le grand gagnant de la crise Covid. On est autour de 11 milliards, 12 milliards. Air France, on doit être autour de 2 milliards. Ryanair vaut entre 5 et 6 fois Air France. Alors après, je ne vais pas vous apprendre l'économie, Stéphane, mais la bourse en général anticipe relativement bien. Il suffit de regarder les marges. Ryanair, on va y revenir, s'en sort très très bien dans la crise par rapport aux grands concurrents historiques. Un point important, Stéphane, je ne fais absolument pas l'apologie du low cost. Je regarde les mais pourquoi yeux... c'est incroyable. Parce que souvent... non, mais c'est pas moralement mal, le low cost. De mon point de vue d'économiste, non. Force est de constater qu'il y a tout un discours, particulièrement en France, où on vous explique que le low cost est mauvais. Le low cost, c'est un modèle. Mais c'est un discours de lobbyiste, ça. Exactement. Et puis, alors, moi, je dois avouer que Michael O'Leary, il est fascinant. Donc, le fondateur de Ryanair, il est fascinant. Et quand il y avait eu, pardon d'en parler comme ça, mais parlons-en parce que j'avais trouvé ça absolument génial. Quand il y avait eu cette histoire il va même supprimer les toilettes au cœur des avions de Ryanair. Et tout à coup, on se permet d'hurler au scandale. Et le gars vous dit, mais enfin, c'est un rang de siège en plus. Et donc, vous prenez le nombre de voyageurs dans le billet, vous divisez... Enfin, je rajoute 4 ou 5 passagers. C'est autant de moins que vous aurez à payer. Il faut juste aller faire ce que vous avez à faire dans l'aéroport avant de prendre l'avion. Et ça, tout à coup, c'était un crime moral de dire un truc pareil. Vous êtes un horrible capitaliste, Stéphane. Mais non, au contraire, c'est le transport aérien accessible pour beaucoup plus de gens. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Et puis surtout, alors là où je nuancerai un peu votre propos, Stéphane, c'est quand même, sans avoir une posture morale, Ryanair peut poser un certain nombre de problèmes, notamment au regard du droit du travail. Bon, la situation a un peu changé. Malheureusement, le Covid est venu remettre un petit peu, je dirais, les salaires, faire baisser les salaires. Mais je crois qu'il y a vraiment... Il faut dissocier le modèle low cost
de la performance sociale. On peut faire du low cost en respectant le droit du travail. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la première compagnie low cost, c'est Southwest Airlines, qui a un taux de syndicalisation, je crois, de 80 ou 90%. Donc, c'est pas antinomique. Ce qui me gêne un tout petit peu dans la posture morale... Je veux une précision là-dessus, Emmanuel. Est-ce qu'ils sont... Parce qu'ils ont un problème en France, en fait, Ryanair. Ils ont un problème en France, plus généralement en Europe. Est-ce que les salariés de Ryanair sont vraiment moins bien payés que les salariés... Oui. D'accord, c'est clair. Ryanair et Wizz Air ont des coûts horaires qui sont relativement faibles et puis une pratique consistant à externaliser la main-d'œuvre. Donc attention à ne pas tomber non plus dans l'idée que Ryanair est parfait. Mais je suis d'accord avec vous, Stéphane, il faut bien distinguer l'efficacité du modèle de ses conséquences éventuellement sociales qui n'ont rien de nécessaire. Regardez EasyJet. Voilà, mais c'est pour ça que tu dis, parce que c'est le truc qui m'avait surpris dans la note, dont on va voir d'ailleurs la couverture. Tu l'appelles middle cost, EasyJet. Voilà. Complètement. Alors la middle cost, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une compagnie historique en ce sens qu'elle décolle des grands aéroports, Orly, Roissy. Ouais. Elle est plutôt ciblée sur la clientèle business, à forte contribution, avec des fortes fréquences, c'est-à-dire des vols le matin, le soir, plusieurs vols dans la journée, justement pour que les businessmen puissent faire un aller-retour. Et également, ça c'est le volet business model, et le volet social, je dirais, ce sont des entreprises qui n'ont jamais eu, me semble-t-il, maille à partir avec le droit du travail ou les subventions publiques. Et ce middle cost, on voit bien, il est middle entre les coûts de Ryanair, très très bas. Je crois qu'on oublie trop souvent que Ryanair, tenez-vous bien, Stéphane, produit à 1 km de transport dans le ciel, quand vous faites 1 km dans l'avion, vous coûtez à Ryanair à peu près 3 centimes du kilomètre. Une grande compagnie historique comme Lufthansa, Air France, on doit être entre 8-10 centimes. Et EasyJet, on est autour de 6. Ce qui veut dire que EasyJet a des coûts qui sont le double en réalité de Ryanair. Donc il me semble exagéré de parler de modèles low cost. Il y a, à la vérité, l'ultra low cost, plutôt décollant de petits aéroports, ciblant une clientèle peu sensible en réalité à la fréquence, même si parfois il y a une clientèle qui va business, tout faire pour le prix, quoi. Exactement, qui relie des capitales à des capitales en province, et puis les grandes compagnies. Il faut qu'on rentre dans ta note, Emmanuel, dans votre note d'ailleurs. Il n'existe aucun frein à la croissance du low cost en Europe. Non. Nous le pensons sincèrement depuis très longtemps. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on est au début de l'histoire. Oui. D'ailleurs, je vous rappelle, Stéphane, que les low cost, c'est à peu près aujourd'hui en Europe 40% de part de marché. Je parle bien du trafic intra-Europe. Ouais. Il n'y a, de notre point de vue, aucune raison pour que le low cost n'ait pas 100% du marché. Je n'ai pas dit des entreprises low cost. Rien n'empêche Air France, bien sûr, avec Transavia, ce qu'elle est en train de faire, de prendre, si j'ose dire, le chemin du low cost. Mais vous savez, la réalité des chiffres est là. Le seul modèle qui parvient à être rentable depuis 15 ans, c'est en réalité l'ultra low cost, ou sa version, je dirais, plus acceptable socialement, le middle cost. Donc il n'y a pas le choix. Et ça veut dire que même EasyJet va commencer à se faire grignoter des parts de marché? Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Stéphane, parce qu'en réalité, un effet, je dirais, indirect de la crise va être de renforcer, bien sûr, Ryanair. Les grandes compagnies historiques vont être sauvées. Elles sont sauvées grâce notamment aux prêts d'État. Et finalement, celui qui est au milieu, c'est-à-dire EasyJet, qui est en concurrence, en réalité, avec les opérateurs historiques, va être en difficulté puisqu'ils sont concurrents. Et en même temps, Ryanair va venir sur les plates-bandes d'EasyJet. Nous faisons le pari, prenons un exemple, qu'en France, Ryanair viendra un jour dans la capitale. Elle n'est pas présente pour l'instant sur Paris. Il était furieux, Michael O'Leary, pendant le confinement, quand il a vu les milliards publics se déverser sur les grandes compagnies européennes. À tout le moins, un peu ironie de l'histoire, je vous rappelle que Ryanair a été accusé, parfois à juste titre, de toucher des subventions injustifiées qu'elle a dû rembourser. Toujours les histoires fiscales avec l'Irlande? Non, elle touchait des subventions de la part des aéroports pour décoller. Je crois que l'estimation, selon Air France, était de l'ordre de 600 millions d'euros de subventions. Ironie de l'histoire, aujourd'hui, Lufthansa a obtenu des prêts de l'ordre de 9 à 10 milliards. Et vous le savez, Air France, plus KLM, à peu près 10 milliards. Donc c'est assez étonnant de voir finalement cette ruse de l'histoire, cette ruse de la raison. Ceux qui étaient accusés de vivre des subventions, aujourd'hui pourraient à juste titre. Et je crois d'ailleurs que Michael O'Leary a porté plainte devant le tribunal de première instance de l'Union européenne, justement pour dénoncer ces subventions. Objectivement, l'économiste que vous êtes, il y a un sujet quand même. Je ne suis pas aussi certain que vous. Il ne s'agit pas de défendre Air France. Attention, si on n'avait pas mis ces prêts, de toute façon, Lufthansa, Air France faisait faillite. Les chiffres sont là. Et il suffit de.
Non, sur un plan quand même social. Destruction créatrice. Destruction créatrice, c'est quand même assez violent. Non, moi je suis plutôt partisan là, d'un discours... de nouvelles. Là, pour le coup, Transavia pouvait renaître des cendres d'Air France. Alors moi, je serais plutôt sans aucun du poids qui fait qu'elle n'y arrivera pas. Je serais plutôt sur un discours, Stéphane, consistant à dire on aurait dû, à mon sens, faire en sorte que les prêts garantis, qui sont quand même de l'argent public, soient conditionnés pas seulement à des améliorations environnementales, vous savez, c'est les fameuses lignes, etc., mais également à une accélération de la mutation de Lufthansa en Allemagne, d'Air France en France, vers le modèle middle cost. Il n'y a pas le choix. Mais vous savez, les salariés le savent. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que ça, c'est quelque chose, à mon avis, que vous écriviez dès 2007, que j'ai toujours entendu. On est low cost. Voilà, on ne devient pas low cost. On l'est au départ, ou on ne l'est pas. On peut avoir des doutes et en même temps, regardez, vous avez une grande compagnie historique, j'ai nommé IAG, British Airways, qui a réussi sur cette conversion. Alors, c'est vrai qu'elle l'a réussi en rachetant une entreprise low cost qui s'appelle Vueling. Mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. En tout cas, chez Air France, il y a quand même une vraie prise de conscience que l'avenir pour le moyen courrier, c'est Transavia ou rien. Il n'y a pas d'autres, à mon avis, il n'y a pas d'autres options possibles. N'oublions pas qu'un groupe comme Air France, mais c'est la même chose pour Lufthansa, perd structurellement de l'argent sur ses vols court, moyen courrier. Tout simplement parce que la structure des coûts n'est pas en ligne avec la structure des recettes. D'autant, ce que j'entends aussi beaucoup, qu'en gros, le voyage d'affaires, c'est à peu près 100% de la marge des grandes compagnies aériennes. Exactement. Or, lui, sans doute, le transport aérien va-t-il retrouver la vigueur qu'il avait avant le Covid ? Sauf peut-être le voyage d'affaires. On peut en douter. Nous, l'hypothèse que nous faisons avec Didier Bréchemier dans cette note de la Fondapol, c'est que le marché qui va repartir en premier, c'est bien entendu, vous avez raison Stéphane, la clientèle loisir et ce qu'on appelle aussi les VFR, c'est-à-dire ceux qui ont eu de la clientèle affinitaire. La clientèle business a quand même pris l'habitude... Affinitaire, ça veut dire aller voir sa famille. Exactement. Voilà. La clientèle business a pris l'habitude de Zoom. Le chef d'entreprise y a vu aussi son compte. Et il nous semble que, sauf peut-être sur les vols internationaux, en tout cas intra-Europe, il faut s'attendre en réalité à une reprise assez timide et progressive de la clientèle business, qui est, vous avez raison Stéphane, le cœur du business model, pas seulement des compagnies historiques, d'une compagnie comme EasyJet aussi. On oublie de le dire, EasyJet est une compagnie middle cost qui cible d'abord la clientèle business. Ouais, c'est ça, intra-européenne. Donc vous voyez pourquoi Ryanair est le grand gagnant. Oui, mais si effectivement, ça veut dire qu'on est en train de dépenser 10 milliards pour rien. J'irai pas jusque-là. Ça veut dire qu'Air France ne va pas s'en remettre. Alors, j'irai pas jusque-là. Tout va dépendre de la capacité d'Air France et de Lufthansa avec Eurowings à aller résolument vers le modèle middle cost. Alors après, la question c'est... Et ils sont quoi en termes, aujourd'hui, Transavia, c'est 40 appareils en France. Mais voilà. Et Ryanair? Oui, sauf on doit être autour de... Vous me posez une colle autour de 400. C'est ce que je pensais. Voilà. On est à peu près sur 10% oui, du mais trafic de Ryanair. Rien n'empêche de basculer. C'est ce que nous disons dans la note. Il faut que Air France aille beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et quand on dit beaucoup plus vite, c'est pas seulement passer des lignes en région. Pardon, c'est toutes les grandes radiales au départ de Paris. Pourquoi pas même envisager l'ouverture de bases de Transavia en Europe? On oublie de le dire. EasyJet n'est pas une entreprise britannique dans l'esprit des clients, c'est une entreprise européenne. Ryanair n'est pas une compagnie irlandaise, c'est une compagnie européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a des bases dans tous les pays d'Europe. C'est très important d'avoir une base. Ça vous permet d'avoir un vol quotidien qui décolle à 6h, 7h, 8h du matin. Transavia est pour l'instant une entreprise franco-française, avec certes une excroissance en Hollande. Mais oui, c'est pas seulement passer tout le modèle sur les lignes intérieures, c'est aussi aller à la conquête de l'Europe. Le marché est européen, Stéphane. 2 questions encore. La première, le long courrier. Est-ce que j'ai beaucoup entendu le low cost long courrier, c'est pas possible, vitesse de rotation des avions, tout ça. Enfin bref, rentrons pas dans le détail. C'est possible ou pas possible? C'est possible. Vous avez un Français qui l'a démontré avec brio, Marc Rochet et sa filiale Frenchbee. Bah oui, il a 3 avions. Il a 3 avions, 3 destinations. Non. Certes, mais le business model est rentable. Le business model est rentable. Mais le business model est rentable sur des destinations très particulières, justement en VFR. Je suis d'accord. Vous le disiez. Si votre question, Stéphane, est-ce que le business model long courrier low cost va devenir dominant? La réponse est clairement non. Il y a place néanmoins pour une niche. Le seul qui s'y est vraiment essayé, c'est casser les dents pour l'instant, c'est Norwegian. Je rappelle qu'il est quasiment au bord de la faillite. Moi, j'ai quand même des doutes sur l'idée qu'il y a un vrai marché low cost, long courrier substantiel. Ça restera de la niche. Ah oui, c'est vrai que, alors pour le coup, le Covid a mis entre parenthèses ce qui aurait été une vraie catastrophe pour le transport aérien, c'est-à-dire la faillite de Norwegian, mais ça va revenir. Bien sûr que ça va revenir. Ça va revenir. Sauf que là, ils ont sans doute épuré le solde de billets d'avion qu'ils avaient remboursé si jamais ils avaient été seuls à faire faillite. Ils réduisent la taille, libérant des créneaux précieux. Quel impact donc
je rappelle la phrase clé, hein, aucun frein à la croissance du low-cost en Europe. Quel impact sur les avionneurs et pour les avionneurs? C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Pourquoi? Parce que les ultra low-cost sont des compagnies extrêmement riches et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre le fait que vous ayez du cash et que vous renouvelez très fréquemment votre flotte d'avions. On oublie de le dire, les flottes relativement jeunes, mais pas parce que les compagnies sont jeunes. Ryanair a 30 ans, EasyJet a plus de 20 ans, tout simplement parce qu'elles sont riches. C'est vrai que c'est un petit peu perturbant de se dire, quand on explique ça, on a toujours du mal à être convaincant, les compagnies les plus rentables sont les compagnies qui paradoxalement vendent les billets les moins chers. Tout simplement parce que leur structure de coût est tellement basse qu'en réalité, elles font des profits. J'ai coutume de dire à mes étudiants que la marge de Ryanair, qui est entre 13 et 15%, est à peu près celle de Louis Vuitton. Pardon, mais c'est la seule expression que j'ai en tête, sans déconner. Non, sans déconner. La marge de Ryanair... Vous faites résultat net sur chiffre d'affaires, vous n'êtes pas loin de celle d'un groupe comme LVMH. Le truc, c'est qu'ils choisissent, et on comprend tout à fait pourquoi, hein, pour économiser sur l'entretien, sur la maintenance, une compagnie. Bien sûr. Un modèle d'avion, vous voulez dire. Un modèle d'avion. Oui, ouais, c'est ça. Enfin, un avionneur. Bien sûr, c'est ça. Un constructeur. Un modèle d'avion, un renouvellement assez fréquent des avions, donc économie en carburant, bien entendu. Donc, une structure de coût fixe très très légère. Durant la crise Covid. Donc il faut pas. Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se gourer. Ça veut dire que on sait dans quel marasme est Boeing en ce moment. Airbus, sur les 2 années qui viennent, là, a sans doute une carte à jouer qui peut être une carte... Oui, alors ça va être compliqué avec Ryanair, parce que je vous rappelle que Michael Ellery est plutôt maintenant sur Boeing. Mais je sais, mais c'est pour ça... Et vous l'avez vu, pendant la crise, il a justement acheté des avions, à mon avis, à prix il les a achetés à la casse. Les premiers 737, exactement, en fait. Voilà. Exactement. Le fameux 737 qui n'arrive pas à voler, Michael O'Leary l'a déjà acheté. Mais ceux qui tirent la croissance... Mais oui, il a dû les payer des cacahuètes. Ceux qui tirent la croissance du transport aérien, en effet, au-delà de l'Europe, ce sont en effet les compagnies low cost, pas seulement parce qu'elles prennent des parts de marché, parce qu'elles ont cette habitude de renouveler leur flotte. Donc le Covid, en réalité, va exacerber des tendances de fond, mais qui, selon nous, remontent à 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire l'inéluctable montée en puissance, qu'on le veuille ou non, du modèle low cost, dans sa version ultra low cost, avec Ryanair, et peut-être dans une version plus compliquée, le middle cost, qui va être confronté justement aux grands opérateurs historique. Ce qui nous ramène au début de notre discussion, comme quoi c'était très bien de démarrer comme ça. Si on continue dans notre pays à faire de la morale avec l'économie, on va rater tous les virages et on va rater celui-là aussi. Je partage votre point de vue, Stéphane. Emmanuel Combe était avec nous sur Bismart. On repart, les amis. Alors, on repart. Alors, évidemment, je lui ai demandé l'autorisation avant de le dire, hein, mais c'est une coïncidence de dingue, Laurent Lévy. Il se trouve que Emmanuel Combe, donc, qui était là, à votre place, il y a encore 3 secondes, sa jambe, en fait, c'est sa jambe. Vous lui avez sauvé sa jambe, en fait. Donc, victime d'un cancer de la jambe. Il risquait l'amputation. Et c'est le procédé Nanobiotics qui a permis de guérir en partie son cancer. Enfin, mais ça doit être... Il y a combien aujourd'hui, parce que vous êtes en phase de... Enfin, on va raconter tout ce que fait Nanobiotics, etc. Et puis mais il y a combien de patients qui ont reçu... Plusieurs centaines de patients à travers le monde, oui. C'est ça. Mais enfin, ça fait quand même que plusieurs centaines. Oui, ça prend du temps, les innovations. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, vous avez des remontées, vous avez des histoires, vous avez des témoignages, vous avez tout ça Oui, bien sûr, on commence à en avoir beaucoup, des gens qui ont été traités avec notre produit, avec d'autres produits aussi, et pour qui on a impacté leur vie, c'est toujours agréable et ça fait du bien, quoi. Ça change. Alors, vous êtes très à plat, hein, j'ai remarqué, mais enfin, c'est pas agréable, c'est bouleversant, non? Le gars, il est là, il marche, enfin, bon, après, on fait des très bonnes prothèses, mais enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. D'incarner comme ça la science et l'avancée scientifique. Voilà. Ouais. Franchement, il n'y a pas d'autre job pour moi que de changer le monde tous les jours. Alors, Nanobiotics, je vais me permettre, presque mal nommé, parce que ce n'est pas une biotech, et c'est là où il y a un peu de confusion quand on regarde ce que vous faites, qui est quand même assez complexe. C'est plus une medtech. C'est un objet, même si c'est un objet minuscule, mais c'est une série d'objets que vous injectez dans les tumeurs cancéreuses, c'est ça. pour qu'ensuite...
la biologie fasse son travail. On est vraiment à l'interface de toutes les sciences, l'interface de la biotech, de la medtech. On amène des petits objets qui vont aller dans la cellule et qui vont changer toute la biologie de la cellule en la détruisant de façon bien spécifique. Donc c'est un peu comme d'amener les petits robots à l'intérieur d'une cellule, sauf qu'on n'est pas les robots, on est des choses beaucoup plus simples mais qui marchent. Et voilà, on s'est mis à l'interface de toutes ces sciences pour créer des solutions innovantes et disruptives cette fois. Alors, nanoparticules, c'est quelle taille ? Alors, il y a plein de nanos, hein, mais nano, c'est tout petit. Hein. Si vous prenez une taille de 50 nanomètres à peu près, vous prenez le diamètre d'un cheveu, vous le coupez en 3000 et ça vous donne à peu près la taille, quoi. Donc, c'est vraiment petit. Ça, c'est sont des cônes multifaces ? Ouais, ce sont des cristaux, comme des nanocristaux. Voilà, ça fait des petites sphères qui sont fabriquées avec un procédé bien particulier pour pouvoir les amener après en contact avec les hommes. Et donc, vous prenez un cheveu, vous le... Non, ça, c'est la taille. Hein. On coupe oui, pas les cheveux, quoi. Mais couper les cheveux en 4, couper les cheveux en 3000, c'est dire si ça prend du temps. Et donc, l'injection, enfin, comment ça se passe ? Donc, c'est l'injection dans la tumeur cancéreuse ? C'est ça. Oui, on injecte ce produit directement à l'intérieur de la tumeur, comme ça on maximise... Comme on fait une biopsie, quoi. On rentre dedans, clac, on met votre C'est à peu près ça. Produit. Pour la plupart des cas, on utilise le même chemin que la biopsie pour amener ce produit à l'intérieur de la tumeur. Et après ? Après, le patient reçoit une radiothérapie, tout ce qu'il y a de plus normal. Ces particules à l'intérieur de la tumeur vont absorber l'énergie de la radiation et délivrer à l'intérieur de la cellule une quantité d'énergie suffisante pour la détruire plus efficacement. C'est ça. Donc on a quelque chose qui est vraiment universel, hein. C'est vraiment notre approche. On peut dire que ça concentre finalement la puissance de la radiothérapie ? Et donc ça absorbe beaucoup plus les rayons de la radiothérapie. Et donc ça permet... Ça permet plein de choses. Oui, mais c'est toujours le sujet de la radiothérapie, c'est-à-dire c'est mourir guéri, quoi, d'une certaine manière. Non, pas du tout. Non, attendez, la radiothérapie, c'est quand même 60% de tous les patients qui ont un cancer reçoivent de la radiothérapie. Donc c'est une technologie très très utilisée parce qu'elle est très efficace, mais elle a quand même certaines limitations. Nous, on s'attaque à plusieurs aspects de la radiothérapie. D'abord, tous les patients qui ont besoin d'une meilleure radiothérapie pour être mieux soignés, pour être mieux guéris. Et là, il y a quand même beaucoup de patients qui sont concernés par ça, et c'est la plupart de nos essais cliniques. Et puis il y a tous ceux qui sont guéris aussi avec la radiothérapie, mais qui ont quand même un certain nombre d'effets secondaires importants, pour qui on voudrait réduire les effets secondaires. C'est ça. Donc on peut virtuellement attaquer ou aider tous les patients qui ont une radiothérapie, ce qui représente un nombre de patients gigantesque. Et ce que vous étiez en train de dire avant que je vous coupe la parole, c'est qu'en fait, là on parle des tumeurs cancéreuses, mais finalement toutes les tumeurs, d'une manière ou d'une autre, peuvent être concernées par votre procédé aujourd'hui. Alors les tumeurs cancéreuses, c'est un pléonasme, hein, mais on a... Pourquoi il y a des tumeurs bénignes quand même? Oui, mais celles-là, on ne les attaque pas avec la radiothérapie en général. Voilà, oui, tout à fait. En tout cas, celles qu'on attaque avec la radiothérapie, généralement, elles sont suffisamment méchantes pour pouvoir les attaquer avec la radiothérapie. Bon, la chirurgie sert à opérer aussi d'autres tumeurs non malignes. Mais disons que notre cœur de métier, ou en tout cas ce qu'on fait avec ce produit, c'est vraiment d'aider ces millions de patients, c'est notre objectif, qui reçoivent de la radiothérapie pour mieux traiter leur cancer. Ouais. Et on pense vraiment pouvoir changer la donne avec ça. Et alors, vous dites, vous vous concentrez d'abord sur ce que vous appelez cancer tête-cou, donc on voit bien. Voilà. Pourquoi se concentrer sur cette spécificité? Et surtout, ce que je n'ai pas bien compris, c'est en quoi est-ce que votre procédé est différent? Quand vous dites je me concentre sur cancer tête-cou, qu'est-ce que ça change par rapport à un cancer du foie, le cancer de la jambe Alors ça change rien. On a plusieurs essais cliniques dans le poumon, dans les cancers tête et cou, etc., pancréas. Mais quand on dit qu'on s'attaque à ce cancer-là en particulier, c'est qu'on met nos efforts industriels pour avancer dans ce cancer-là. Et c'est une sous-partie des patients qui ont un cancer tête et cou pour qui, vous voyez, quand on a une grosse tumeur ici qui commence à envahir cette zone-là, si on n'arrive pas à la contrôler, eh bien le patient va potentiellement mourir de l'invasion locale de la tumeur. Bien sûr. Donc notre idée, c'est de pouvoir la détruire suffisamment pour augmenter la qualité de vie et la survie des patients. Mais vos essais cliniques et votre étude, c'est que certaines parties du corps pourraient réagir différemment? Il faut faire des essais cliniques voilà, c'est ça. Pour chaque cancer, techniquement, ou pour chaque typologie de cancer, parce qu'on ne peut pas prédire que chaque cancer va réagir exactement de la même façon au produit. Donc on est obligé de déterminer une certaine population de patients qu'on veut aider. On fait un essai clinique pour montrer qu'on a des bénéfices pour ces patients, et après on enregistre le produit pour l'amener sur le marché. Donc il faut quand même y aller de façon séquentielle. Laurent, si vous êtes là, outre le fait de rencontrer quelqu'un à qui vous avez sauvé la jambe, c'est que donc, avant la fin de l'année, là, vous êtes introduit au Nasdaq aux États-Unis. Alors, c'est un sujet très... Alors, d'abord, le
Le Nasdaq est aujourd'hui indispensable quand on a une vision mondiale comme vous l'avez? Oui, enfin d'abord, je veux juste dire un truc, c'est pas moi qui ai sauvé sa jambe, hein. C'est une équipe de médecins qui, avec notre produit et d'autres technologies, ont permis de soigner cette personne. Alors, si on a aidé, on est très content, mais on n'est pas seul à le faire. Ouais, tout à fait. Bon, pour revenir sur le Nasdaq, oui, c'est quelque chose d'assez essentiel pour toutes les biotech ou toutes les entreprises tech qui ont un peu de vision mondiale et qui veulent vraiment changer la donne. À un moment donné, on est obligé de passer par le marché américain. Ça représente quelque chose d'assez important, surtout en santé. Et là, on trouve beaucoup d'investisseurs qui ont des poches profondes, qui peuvent nous accompagner sur 10 ans ou plus, et qui ont la perspective de créer de vraies industries, et de grandes industries qui pourraient rivaliser avec les Pfizer, les Genentech, de ce monde. Et nous, c'est juste une question de temps, nous, Français, parce que je regardais l'année sur le secteur des biotech, en fait, l'année dernière, elle est assez contrastée, parce qu'on a quand même un record historique de valorisation, finalement, l'année dernière sur les biotech. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai déjà entendu dire, finalement, c'est juste une question de temps. C'est ça. On a démarré plus tard. Donc on y arrivera plus tard. Et donc on y arrivera plus tard. Mais pour vous, il n'y a pas de fatalité? Non. Il faut un certain temps pour développer un secteur. Après, il y a une notion de taille de marché. Aux États-Unis, le nombre de patients, ou le potentiel, ou le nombre de personnes qui vivent aux États-Unis font que le marché aux États-Unis est important en volume et en taille. Au-dessus, quand on regarde l'Europe, si on crée une vraie Europe économique, j'entends, alors on peut rivaliser avec les États-Unis et on pourra créer un écosystème aussi fort. Mais ça ouvre d'autres questions. Ça ouvre d'autres questions, tant sur les systèmes de santé que sur les systèmes boursiers. Mais enfin, j'entends beaucoup des gens comme vous dire, un Nasdaq européen serait par exemple sans doute quelque chose de très très utile pour continuer à garder en Europe les innovations les plus prometteuses pour notre les deux ne sont économique. pas incompatibles. Oui. Il faut créer quelque chose, il faut créer une économie de marché qui soit réelle, et pas segmentée. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous avez regardé ça. Moi, je suis très frappé de l'histoire de Stéphane Bancel et de Moderna. Donc, enfin, on l'a fait très courte, je pense que vous la connaissez tous. Moi, je le connaissais très bien, Stéphane Bancel, quand il dirigeait Biomérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on avait quand même le DG d'un grand laboratoire qui avait des trucs plein sa tête et qui a dû aller à Boston pour le faire. Et pour le faire, on sait maintenant avec quel succès. Moi, ça m'inquiète un peu, mais justement, je voulais votre avis là-dessus, Laurent. Ouais, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, on prend une image de 2020 ou 2021, on se dit il vaut mieux être aux États-Unis pour développer sa biotech. Mais il y a plein de choses qui se passent ici qui sont bien. On a une bonne science, on a des bons financements amont, on pêche un peu sur la fin pour aller sur le marché, etc. Mais on va y arriver petit à petit. Il suffit d'un ou deux bons succès et l'économie va se structurer. Et en attendant, les biotech qui veulent réussir devront aussi aller aux États-Unis, mais ça fait partie de la vie. On pêche un peu. On me parle, moi, d'un parcours du combattant pour aller sur le marché quand on est dans des dispositifs. C'est normal. Parce que il est positif, Laurent. non, mais enfin, on développe aussi des choses qui sont complexes et qui vont aller à l'intérieur de. C'est normal, humain, je ne sais donc pas si c'est normal. Ça prenne du temps. Enfin, je crois que ça s'appelle Fast Track. Les programmes Fast Track aux États-Unis, je crois que le monde entier est quand même ravi qu'ils aient existé pour mettre au point les vaccins. Là, on est d'accord quand même. Mais nous, on a reçu une désignation Fast Track aussi aux États-Unis. Parce que c'est pas qu'on est en France. Mais oui, on va développer aux États-Unis. Mais je voudrais que vous ayez une désignation Fast Track en France. Oui, ça pourrait aider. Oui. Vous êtes physicien. Hein, oui, de formation. Oui. De formation. C'est-à-dire que c'est une idée physique, finalement. Les cristaux, j'imagine, enfin, je vais dire des nanoparticules, des nanocristaux. Oui. Non, je vais dire des énormités, mais enfin, c'est la lumière sur les cristaux, la concentration, bref. Il a fallu longtemps quand même pour avoir une... Enfin, combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que vous vous disiez « Ouais, ok, en fait, j'ai eu raison ». On verra. Vous n'êtes pas encore sûr, là? Si, on y est, là. Ah, vous y êtes? Si, on y est. Non, mais ce que je veux dire, c'est... L'idée qu'on a développée depuis longtemps, quand je finissais ma thèse en tant que physicien sur les nanotechnologies, c'est quelque chose d'assez innovant à l'époque. Et il y avait quelques labos dans le monde qui se faisaient la course sur ces approches-là. Mais plutôt que d'aller vers la nanoélectronique, j'ai décidé de bifurquer vers la bio et d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour soigner les gens, pour tuer les tumeurs, etc. Donc cette idée, elle date d'il y a 20 ans et quelques. Quoi. Maintenant, on a commencé la société il y a 17 ans. On a commencé le développement de cette technologie en tant que telle au sein de Nano en 2007-2008. Donc il a fallu à peu près 10 ans entre l'idée au sein de Nano jusqu'à la première demande de mise sur le marché. Quand on y pense, c'est pas si long que ça. Hein. Il a fallu plus de 30 ans pour les inhibiteurs de point de contrôle, qui sont ces immunothérapies. Donc on est allé quand même relativement vite pour ça.
Maintenant, là, tout ce qui va compter, là, c'est tout le déploiement industriel à travers le monde de ce que l'on fait là. Et ça, Il y a un chiffre d'affaires aujourd'hui de... Non, pas encore. Non, mais voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, je voulais que tout le monde ait conscience de ça, de ce que ça représente biotech. Comme investissement et temps, quoi. Voilà, Et c'est clair. 17 ans, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a des structures qui vous font confiance, il y a des gens qui financent tout ça, voilà. Et vous parliez de Moderna tout à l'heure, on a des investisseurs qui sont rentrés au moment de l'IPO, qui sont des fonds souverains comme BI Gifford, qui sont des investisseurs de référence de Moderna. Il y a aussi Invus ou Perceptive, qui sont des investisseurs de la biotech très connus. Donc on arrive aujourd'hui à attirer plein de gens qui vont nous aider sur des dizaines d'années, quoi, on l'espère. Mais ça doit être un sacré cheminement quand même. Voilà. On s'amuse tous les jours. On s'amuse tous les jours. Merci Laurent. Je vous en prie. Laurent Lévy était avec nous sur Bismart. On termine les amis, on termine avec donc ce qu'on va appeler notre contrat social. Alors j'ai découvert, bonjour RL Thévenon, j'ai découvert donc l'Institut pour l'innovation économique et sociale. Oui. Et votre boulot, vous essayez de trouver des voies nouvelles pour les relations sociales, c'est ça RL ? Oui, c'est ça. L'Institut pour l'innovation économique et sociale est un think tank qui a été créé il y a 3 ans par des dirigeants de grandes et moyennes entreprises, avec pour mission d'imaginer les transformations de notre contrat social, avec les spécificités suivantes. La première chose, c'est d'approfondir les sujets. Donc on est comme un sous-marin, ouais. On avance, on explore entre deux eaux et on émerge quand on a quelque chose de solide à raconter. Et on se préserve des polémiques. Donc là, c'est le cas sur le sujet de la modernisation des relations de travail. Ah, Dieu sait qu'il y en a. Et la deuxième spécificité, c'est de faire le pont entre les idées générales, en général passionnantes, et puis les modalités concrètes de mise en œuvre. Et de faire le lien entre ces deux bouts de la chaîne, et en nous attachant, en faisant aussi travailler des gens de terrain. Donc c'est la démarche que nous avons mise en œuvre pour l'élaboration de ce livre. Alors, dans votre dernière publication, il y a deux choses. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux, parce que vous les mettez ensemble, et je comprends bien. Les nouvelles relations de travail, c'est autant les relations au cœur de l'entreprise que ce qu'on appelle aujourd'hui l'open talent, l'entreprise augmentée, la façon dont l'entreprise est de plus en plus en train de contractualiser avec non pas des auto-entrepreneurs, mais des entrepreneurs indépendants, voilà, oui, des indépendants aujourd'hui, qui pour beaucoup d'entre eux n'ont absolument pas envie d'ailleurs de rentrer dans l'entreprise et c'est pour ça qu'ils sont indépendants. Moi, je veux démarrer quand même parce que ce que vous écrivez est très intéressant et très surprenant parce que globalement, think tank, grandes entreprises, on pense à Institut de l'entreprise, Institut Montaigne, voilà. Et vous dites, je résume ça, il faut sortir de l'obsession de vouloir réformer le Code du travail. Oui, parce que les années précédentes l'ont montré, à chaque fois qu'on veut transformer le Code du travail, en général, du point de vue patronal, on veut le simplifier, le Code du travail prend des kilos. Et on a un monstre aujourd'hui dont on a du mal à se sortir, auquel plus personne ne comprend rien. Et c'est l'expérience, en fait. Oui, c'est l'expérience. Et c'est crispant. Les manifestations, on les a pas oubliées parce que depuis il y a eu les gilets jaunes, etc. Mais les manifestations et les incidents graves qui avaient émaillé les manifestations contre la loi El Khomri montrent à quel point ces sujets sont extrêmement crispants. Et on se crispe sur des idées. À l'époque, on contestait l'inversion de la hiérarchie des normes. Et l'objet de cette réflexion, c'est d'essayer de faire un pas de côté en disant on laisse le Code du travail là où il est. Et en fait, on enrichit l'offre. C'est-à-dire que, au lieu de dire on va changer le Code du travail qui va être ci et ça, et pour tout le monde, les grands, les petits, on ouvre une voie supplémentaire dans laquelle s'engageraient ceux qui en ont la possibilité. Et c'est une logique complètement différente. Mais on ne touche pas au code tel qu'il existe, sauf en tête de code pour ouvrir cette voie supplémentaire. Oui, parce que tout ce que vous décrivez derrière, qui est diablement intéressant, mais c'est l'incarnation de l'inversion de la hiérarchie des normes. Oui. Ce que vous dites en gros, c'est que l'accord majoritaire, alors le terme que vous employez, c'est doit se substituer à la loi. Exactement. C'est-à-dire qu'on pense... Mais même Myriam El Khomri n'avait pas été si loin. Non. Et en fait, elle n'est pas allée si loin. Elle est allée... alors, avec les ordonnances Macron, on est allé au bout d'une logique qui avait été amorcée par les lois Auroux en 1982, où on donne une place de plus en plus large à l'accord d'entreprise.
Mais on est dans un système de dérogation. Ouais, tout à fait. Ce qui veut dire qu'on vous autorise à vous créer une petite grotte de liberté dans un énorme rocher. Ouais. Mais qui dit dérogation dit, d'une part, sous contrainte, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire différemment, mais à conditions et conditions et conditions. Donc c'est extrêmement normé. Et donc autant de choses trappes. Et la deuxième chose, c'est que ça garde un caractère exceptionnel. Ce que nous proposons, c'est de changer cette logique, parce que la loi Macron est arrivée au bout. On peut encore simplifier, élargir un peu le champ de la négociation, mais on restera toujours dans cette forme d'impasse. Là, la solution proposée, c'est de passer à une logique de substitution. Sous réserve de respecter les conditions de négociation de loyauté d'un accord, et sous réserve de constituer un nombre de principes fondamentaux, l'accord négocié dans l'entreprise se substitue à la loi et se substitue aussi, c'est une deuxième spécificité de la proposition, au contrat de travail. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez négocier un accord collectif si vous y arrivez. Si dans votre grotte de liberté, vous il y en a quand même un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Voilà. Et là, on le voit avec post-Covid, il y a quand même il y a une liberté. Grande vitalité du dialogue social. Mais ça reste très contraignant. Et ça reste contraignant notamment pour les petites entreprises. Parce que pour arriver à négocier, il faut avoir une compréhension suffisante de cet arsenal législatif. Et ça, c'est possible dans les grandes. D'ailleurs, les grandes entreprises sont relativement satisfaites du droit tel qu'il existe aujourd'hui. Mais ça reste toujours difficile dans les petites entreprises. Et ça, c'est toute l'enquête de terrain que nous avons menée en amont de l'élaboration du livre qui l'a montré. C'est-à-dire qu'il y a une soif de négociation dans les boîtes. Des gens ont envie de négocier sur des sujets, mais ça ne rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas dans ces cases de la négociation. C'est plus réformer le code du travail. Ben non, vous n'en avez plus besoin puisque vous en affranchissez totalement. C'est la disparition du code du travail. C'est une deuxième voie. Mais on ne le fait pas disparaître pour tout le monde. C'est-à-dire que le code du travail reste pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas rentrer, ou on peut, cet accord nouveau peut ne porter que sur certains aspects de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'il peut être partiel. Ouais. Donc on garde on garde le code du travail. Parce qu'évidemment, cette voie, il faut laisser émerger une piste nouvelle et voir si elle prospère. Non, mais je comprends parfaitement votre logique. C'est la même finalement, qu'ont eu les différents gouvernements sur les 35 heures. C'est-à-dire qu'on laisse le totem et puis on le vide petit à petit de sa substance. D'accord. Mais enfin là, je trouve que vous allez très loin. Et notamment sur les petites entreprises. Le problème des petites entreprises, c'est... la difficulté de négociation parce que, alors pour le coup, le rapport de force est quand même, en très nette faveur du chef d'entreprise, beaucoup plus que dans les grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez avoir une négociation vraiment équitable dans une petite entreprise sur des éléments fondamentaux de la gestion du droit du travail ? Ça sera au sein de chaque entreprise de le déterminer. Il est évident qu'un chef d'entreprise qui souhaiterait partir dans cette voie... Chef d'entreprise qui a 5 salariés, il va imposer sa loi. Après, c'est le fruit de la négociation. L'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de dire que la loi, la même pour tous, n'est plus aussi protectrice que peut l'être le contrat. Et que dans la négociation, dans ce contrat, les parties peuvent peser, et les salariés pourraient peser aussi pour obtenir un certain nombre de garanties qui ne seraient pas dans la chorégraphie classique du Code du travail. Donc c'est un pari. Ensuite, pour le chef d'entreprise, c'est aussi très exigeant. Parce qu'aujourd'hui, il est dans une situation dans laquelle il a... un arsenal extrêmement compliqué. Alors, on peut râler, on trouve ça trop compliqué, mais en fait, on l'applique. On ne réfléchit pas trop. On essaye de l'appliquer. 1200 pages. Là, on a un champ libre, une carte blanche, sous réserve, bien sûr, de respecter ces principes fondamentaux. Mais en fait, vos principes fondamentaux, ça devient le nouveau Code du travail, finalement. Vos principes fondamentaux, ça devient... Alors, je ne sais pas, j'ai jamais été voir, mais on me dit qu'il y a 25 pages, le Code du travail en Suisse. Justement, c'est des principes fondamentaux. Oui, pareil. Ouais. Envoyez-nous un code du travail suisse. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc on se retrouve avec une espèce de charte minimale sur laquelle on bâtit l'ensemble des contrats. Et on donne une véritable liberté de négociation aux acteurs dans l'entreprise, avec une maille beaucoup plus petite. L'idée derrière, c'est de dire que la loi uniforme pour tout le monde ne peut pas fonctionner avec un État ultra prescripteur et ne peut plus s'adapter à la diversité des situations. On l'a vu, on le voit en ce moment. Donc,
à société en poudre, il faut imaginer des systèmes de régulation nouveaux et qui aient une maille beaucoup plus étroite. Et là, c'est une confiance faite aux acteurs de trouver... En fait, on fait confiance aux acteurs, on pense qu'ils sont en capacité d'imaginer les solutions aux problèmes auxquels ils sont Vous en avez confrontés. discuté avec les partenaires sociaux, RL, de Pas cette encore. histoire-là? Pas encore. Pas encore. Ah bah oui, mais on en a dites discuté donc, si vous avec faites votre truc sans aller voir les premiers concernés quand même. Alors, on a fait on est parti. Oui, mais on est parti du justement. Mais on est parti des. Ah bah avec plaisir. On est parti des même chefs le MEDEF, d'entreprise. je pense que ça va les inquiéter. Et on est parti des. Oui, des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise. Évidemment que eux, ils voudraient avoir un dialogue social. Et aussi non, mais des salariés dans les entreprises. On est parti du terrain de l'entreprise, en allant voir des entreprises de taille différente, secteurs d'activité différentes, aussi en dehors de Paris. La réalité sociale n'est pas toujours la même en région. Et la branche, je sais que c'est très contesté, ça. Donc il y a cette espèce de niveau intermédiaire là, de la branche professionnelle, qui est souvent en fait... Je parle sous votre contrôle, mais l'expression de la grande entreprise, justement, alors vous n'allez pas dire du mal des grandes entreprises, moi non plus, mais en l'occurrence si, parce que la branche, elle sert en fait assez souvent à protéger la grande entreprise de la concurrence. Comme par hasard, la jeune entreprise très dynamique, elle ne va pas rentrer dans les clous de l'accord de branche, parce que l'accord de branche, évidemment, il a été signé pour des process qui sont challengés. Donc ça aussi, c'est un frein quand même, je trouve, à la liberté, à la négociation, à l'ensemble de ce qui peut se passer au cœur des entreprises. Vous vous êtes interrogé là-dessus? Oui, bien sûr. Oui, on s'est interrogé sur le rôle des branches. Et justement, c'est l'idée de cette proposition, c'est de sortir aussi. Alors, la branche peut jouer un rôle différent, c'est-à-dire qu'elle pourrait jouer un rôle d'accompagnement des entreprises dans la négociation de ces accords nouveaux. Mais la branche a perdu de sa pertinence avec la mondialisation. Et ça, l'histoire des relations sociales qu'on a décrit d'ailleurs dans le livre le montre bien. Elle n'a plus sauf dans quelques secteurs d'activité, elle n'a plus de raison d'être. Donc il est certain qu'il y a... Mais elle peut se réinventer et être moins en normalisation, en fonction de normalisation, qu'en fonction d'accompagnement des entreprises à se saisir d'une liberté nouvelle qui leur serait accordée. Et dans votre réflexion, votre nouveau contrat, comment vous l'appelez d'ailleurs bref, ce contrat social. C'est un accord d'entreprise. C'est l'accord d'entreprise. Oui, mais ça existe déjà, l'accord d'entreprise. Oui, l'accord d'entreprise, c'est justement ce que permet de faire les ordonnances El Khomri, Pénicaud, etc. Mais il irait jusqu'au droit de licenciement, par exemple? Oui, ça rentrerait dedans, oui. Mais sous réserve toujours des principes fondamentaux. Mais oui, mais des principes fondamentaux. Mais on peut s'entendre sur les conditions dans lesquelles ces aspects-là pourraient être organisés. Et ça pourrait être plus large aussi. Ce qu'on a testé dans les échanges avec notre enquête micro-sociologique, pas la prétention d'avoir fait... c'est justement qu'il y a une envie de discuter de sujets qui ne sont pas que l'organisation du travail, qui peuvent aller au-delà. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une matière très riche. Et on sort de la procédure des délais, des machins. Et notamment sur tout ce qu'on appelle raison d'être, transition énergétique, etc. Et là, il y a les salariés qui sont demandeurs peut-être d'un donnant-donnant avec l'entreprise sur l'activité pour donner plus de sens à ce qu'ils font. Et qui sont prêts à ce moment-là à des assouplissements. Et ce sont ces sujets-là qui les intéressent aujourd'hui. Et c'est un moyen, par le biais du droit du travail, de traiter, d'entendre ces demandes et de leur permettre de s'exprimer et peut-être d'aboutir, qui nous paraît plus opérationnel que sur le terrain du droit des sociétés et de la gouvernance, par exemple. Et ça, c'est quand on interroge les acteurs, c'est vraiment de ces sujets-là qu'ils parlent. C'est moins de ces aspects de procédure, etc. Je comprends. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore vu les partenaires sociaux. Mais... Donc je me doutais bien qu'on n'aurait pas le temps de parler de l'open talent et de l'entreprise augmentée. Ce sera pour une autre fois. Oui, exactement. Je vous réinviterai avec beaucoup de plaisir. Et puis quand vous aurez rencontré... la CGT et la CFDT, à ce moment-là, vous me direz comment ça s'est passé. Les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.